Vous avez envie de découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques qui révolutionnent ce domaine ? Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous incontournable qui vous plonge au cœur de témoignages et de parcours inspirants. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans, passionnée par l'innovation et les legal operations. Mes invités vous livrent sans tabou leur expérience, leurs succès, leurs défis, leurs astuces métiers et partagent de nombreux conseils pratiques. Alors installez-vous confortablement car ce podcast est bien plus qu'une simple émission. Il est votre porte d'entrée vers un univers juridique innovant et plein d'avenir. Soyez curieux et bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Leïla El Gharbi, qui est juriste, qui a le CAPA et est partie à Londres il y a 5 ans. Elle s'épanouit dans l'univers des legal tech et des legal ops. Optimiste, pétillante et pleine d'énergie, Leïla a créé une vraie communauté sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Aujourd'hui, en l'écoutant, je suis sûre qu'elle va vous convaincre de laisser exprimer votre personnalité sans crainte. Bonjour Leïla, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Comment vas-tu ? Alors, ça va très bien et je suis ravie d'être invitée dans ce podcast très, très connu, reconnu, famous. Est-ce que je peux te demander tout d'abord de te présenter et puis d'évoquer ton parcours et ton métier pour rentrer directement dans le vif du sujet ? J'aime souvent dire, et ça c'est un truc que je dis plutôt souvent, j'aime bien dire que je suis une avocate ou juriste, en tout cas pas trop traumatisée, qui est maintenant spécialisée en legal tech et legal ops. Pour parler rapidement de mon parcours, j'ai étudié et commencé ma carrière en France. J'ai toujours rêvé d'être avocate et j'ai eu mon CAPA. Et dès que j'ai eu mon CAPA, je suis partie. Donc, c'était très bien d'avoir ce rêve, mais bon, les rêves évoluent. Donc, en France, j'ai été spécialisée en droit social. J'ai travaillé pendant 3 ans en spécialisée en droit social, donc en entreprise et ensuite en cabinet. Et après 1 an de break que j'ai pris entre le moment où j'ai eu mon CAPA et que j'ai pris une année de sabbatique, on va dire, où je me suis Ouais. arrêtée, j'ai voyagé, j'ai même fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai marché pendant 1700 kilomètres. Ah oui. Et après ça, j'ai enfin eu le courage d'aller à l'étranger. Donc, je suis allée à Londres et en me disant, bah, je vais renforcer mes connaissances en anglais et puis ensuite, je reviendrai et je commencerai ma carrière d'avocate en France. Et puis voilà. Donc, chemin très classique. Mais bon, la vie, c'est ce qui arrive qu'on a prévu autre chose. Et donc, en Angleterre, au final, je m'y suis installée il y a 5 ans. Je ne suis jamais partie. Donc, j'ai vraiment commencé, comme la chanson de Drake dit, Started from the bottom, now we're here. Donc, j'ai Voilà. vraiment commencé au fin fond. Donc, j'ai travaillé en tant que serveuse, en tant que réceptionniste. Ça a été très difficile en termes de conditions de vie, en tant que personne qui avait une situation confortable à passer en coloc. Euh, mais bon, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, puisque la coloc, ce que je voulais dire, c'était une coloc avec des rats. Donc, Ah oui, parce que la coloc, moins sympa. c'est pas un problème. Mais, mais oui, en fait, je pense que ce qui s'est passé à Londres, c'est que j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais y arriver autre part. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pu travailler là-bas en tant que juriste, en tant que, on va dire, lawyer on demand, en tout cas, comme c'était avocat, mais enfin, travailler pour des cabinets d'avocats sur des dossiers, sur des litiges. Et ensuite, je suis tombée un peu par accident dans le monde de la legal tech et des legal ops. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais perdu pas mal de temps dans ma carrière, enfin, pas perdu, qu'il y avait pas mal de chemins de carrière dont je n'étais pas au courant, en fait, plus jeune. Mm. Et là, tout s'est emboîté. En fait, tu vois, ce moment où tout s'emboîte et tu te dis, ah oui, j'ai enfin trouvé mon truc. Bah justement, tu définis, j'ai vu sur ton LinkedIn, tu aides les professionnels du droit à comprendre la technologie et les opérations juridiques le jour et tu essayes de rendre l'industrie juridique plus sûre la nuit.
Donc, ça dénote aussi de ta personnalité. Justement, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Pour ceux qui te connaissent déjà sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, parce que tu n'es pas que sur LinkedIn, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as su développer ton style justement unique dans le domaine juridique? Je pense que ça s'est fait naturellement, mais surtout ça s'est fait de manière graduelle. Ça veut dire que ça c'est pas c'est pas du jour au Un lendemain que je cheminement, dis oui. ouais, voilà, je vais développer mon super style. Mais je pense qu'en fait j'ai toujours eu une forte personnalité où euh, là c'est la minute, je me la raconte. Mais j'ai souvent, en fait, quand j'étais plus jeune, même dans différents environnements, pas que dans le droit, on me disait, oh là t'es un rayon de soleil, etc. Mais bon, un rayon de soleil, c'est bien, mais c'est pas forcément en fait des traits de personnalité qui sont valorisés quand tu commences ta carrière juridique. En tout cas, on veut que tu sois certes intelligente, ça c'est des qualités qui sont normales. Je veux dire, dans avoir des connaissances, ça c'est bien, du bon sens. Mais je pense que c'était pas toujours valorisé le côté soft skills, le Mm. côté très naturel, en dehors des connaissances dures. Le fait que j'ai une personnalité, que j'ai des idées assez, enfin que je dirais pas, j'ai toujours été créative, puisque je pensais pendant très longtemps que je l'étais pas, jusqu'à ce que je mette en avant ma personnalité. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que une fois que j'ai commencé à assumer qui j'étais, eh ben, je suis devenue créative. En tout cas, ça a libéré la créativité qui était en moi. Et du coup, ça m'a permis de développer un style unique où les gens vraiment me reconnaissent quand il y a enfin, sur mon contenu, sur la façon dont je me présente, dans la façon dont je fais mon travail, même en entreprise. Et je pense que ce qui est surtout important, c'est l'environnement dans lequel on évolue, qui permet ou non de développer justement ces traits personnels. Et donc, comment j'ai pu développer mon style, ben, c'est vraiment grâce aux environnements dans lesquels j'ai évolué. Et Mm. c'est surtout me mettre dans les bons environnements. Je pense que au bout d'un moment, et surtout en déménageant en Angleterre, j'ai pris cette décision consciente, en tout cas, de choisir l'environnement dans lequel j'avais envie d'évoluer. Et du coup, comment tu le qualifierais justement ton style? Enfin, si tu peux le qualifier d'ailleurs. Coloré, Pétillant. coloré, épicé. Oui, épicé. Ah, Ouais. c'est joli. En quoi ça t'a aidé à justement à te démarquer dans ta carrière juridique? Forcément, si on prend le côté pétillant ou le côté coloré, les gens se souviennent en fait. Parce que pour se démarquer, il faut bien se démarquer de la foule. Donc, quand tu es dans. Je prends souvent l'exemple des événements. Donc, quand tu es dans un événement, très souvent les événements juridiques ou les événements de networking, je compare ça à une mer de bleu et de beige. Donc, c'est en général les deux couleurs phares, mais surtout le gris aussi. Bleu, beige et gris. Donc, si tu veux te démarquer, en tout cas ta personnalité se dénote, c'est souvent moi, je pars du principe, je vais être la personne en rose. Bon, après, j'ai très peu de trucs roses euh, de vêtements roses, hein, mais, mais je veux dire, c'est assumer ses couleurs. Hmm. Et en fait, en quoi euh, ça permet de se démarquer, c'est les gens se souviennent de toi. Donc, et surtout, euh, les gens font confiance à ce qu'ils voient. Et en fait, ils se fient beaucoup à ce qu'ils voient et surtout à la euh, consistency. Comment on dit ça? Je sais pas, parce que c'est pas consistant, ça veut dire que si on te voit souvent et que tu arbores souvent les mêmes traits, les La gens partent cohérence, du quoi. principe que voilà, il y a de la cohérence en fait Hmm. dans ce que tu fais. Et donc, si tu montres une personnalité bienveillante et que tu rapportes de la bonne énergie, en fait, les gens veulent travailler avec toi et on sous-évalue l'importance de rapporter de l'énergie, des sourires dans la vie des gens. En fait, c'est vraiment un monde le monde juridique, c'est un monde qui a besoin de paillettes et il y a beaucoup de gens qui ont des qualités exceptionnelles, mais qui ont peur un peu de le montrer, qui ont peur d'aller vers les autres. Et Hmm. le fait qu'il y a quelqu'un qui brise la glace, et ben, je trouve que ça fait du bien. Enfin, je dis pas que ma personnalité fait du bien, mais en tout cas, c'est le retour que j'ai. Et vraiment, ça permet de se démarquer. Ça fait que les gens se souviennent, qu'on t'appelle pour des opportunités, qu'on veuille te recruter, qu'on prolonge ton contrat. Enfin, plein de choses. Donc, ça m'a vraiment beaucoup
je pourrais dire, plus j'ai assumé ma personnalité et ce que j'étais, plus ça m'a apporté d'opportunités. Je pense pas que ça m'ait desservi en tout cas, parce que ça Ouais. m'a apporté des bonnes opportunités et ça a fermé les mauvaises portes. Tu m'as parlé aussi quand on s'est pas mal parlé, toi et moi, et rencontré. Tu m'as parlé il y a pas longtemps d'un super pouvoir que tu avais et que tu avais découvert en toi. Est-ce que tu peux nous le dévoiler pour nos auditeurs? Alors, est-ce que c'était l'empathie? Oui, c'était Je ça, pense que c'est exact. ça. Alors, en fait, je pense que, bon, je dirais pas que maintenant l'empathie est sous-évaluée, on en parle de plus en plus, en tout cas, parce que je vois de plus en plus ce thème récurrent même sur LinkedIn. Mais pour moi, je trouve que ça sert au quotidien pour se mettre à la place des gens. Et en fait, en tant que juriste ou avocat ou vendeur de legal tech, c'est primordial. Et même, en fait, c'est normalement ce que fait le juriste ou l'avocat. Donc, c'est se mettre à la place du client. D'ailleurs, je pense que c'est la base du design thinking. Donc, toi qui es spécialisé en legal design, Mm. c'est vraiment, pour moi, c'est une arme business, mais en même temps, j'ai toujours été très empathique. Ça veut dire, c'est pas l'empathie, ça se travaille, ça peut, on peut Oui, et puis au l'exercer. départ, il y a des gens plus ou moins empathiques au départ dans leur Voilà. personnalité, oui, ça c'est sûr. Ça peut servir ou desservir. Mais bon, aujourd'hui, on va parler du côté super pouvoir. Mais en fait, mais même dans, après, je peux dire en quoi ça dessert vraiment rapidement, mais en interne, par exemple en entreprise, le fait d'être empathique, si on prend un projet de Legal Tech ou Legal Ops, ça permet en fait de vraiment avoir le support de ces équipes et d'avoir des petits champions qui vont faire le boulot et permettre en fait qu'une solution soit implémentée ou un projet. Mais vraiment, c'est parce que tu as l'écoute de tes équipes et surtout ton équipe te fait confiance et a l'impression que que tu lances ce projet pour eux. Oui. Donc ça, c'est vraiment déjà un, très important. Et on voit que c'est vraiment un pouvoir en entreprise parce que le nombre de projets d'innovation qui ne réussissent pas est assez incroyable. Mm. Donc, j'ai vu un nombre il n'y a pas longtemps qu'il y avait 70% de projets Échoué, Legal ouais. Tech qui échouaient. Et en externe, en fait, c'est aussi c'est la rétention de clients, c'est gagner des nouveaux leads, c'est savoir poser les bonnes questions et savoir écouter. Donc, mais c'est surtout, en fait, je pense qu'un bon pouvoir, c'est de savoir poser les bonnes questions. Et quand tu as de l'empathie, tu as une sorte de, tu vois, sixième sens, Mm. où tu as une idée un peu des questions qu'il faut poser, tu sens quand il y a un truc qui va pas, etc. Ouais, une Donc, intuition très aiguisée, quoi. Mm. voilà. Donc, et après, à l'inverse, là où ça peut se retourner un peu contre soi, ce super pouvoir, c'est le moment où tu assumes un peu trop. Enfin, tu assumes. Là, j'ai fait un anglicisme où où tu penses, en fait, savoir exactement ce que ton client, ce que la personne à qui tu parles est en train de Ah oui, traverser. Du coup, tu pars au devant et tu leur parles de quelque chose au lieu, en fait, de s'en tenir aux questions. et quel défi, toi, t'as rencontré, parce que tu es quand même encore très jeune, quel défi t'as rencontré quand tu étais encore plus jeune juriste? Est-ce que tu peux, je sais pas, nous partager une expérience où tu as eu une approche innovante qui a eu un impact aussi qui est significatif? Est-ce que tu as eu des défis particuliers, des challenges à relever qui t'ont marqué un peu? Alors, je pense que en tant que jeune juriste, et malheureusement, c'est encore un défi aujourd'hui à relever. Et je le vois même aujourd'hui avec des groupes comme le juriste de demain qui vraiment posent ces questions-là. Et les personnes qui interviennent en fac, c'est le manque d'information. Et en fait, que l'impression d'évoluer en silo. Ça veut dire que si tu décides de faire une carrière, en fait, il y a toujours encore cette idée de juriste ou avocat ou Oui, juge, par exemple. Mais c'est encore un peu plus rare. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas ce côté pratico-pratique, on n'invite pas les étudiants à networker. En fait, il y a plein de skills, de compétences qu'on n'apprend pas en étant plus jeune. On nous apprend pas l'importance de networker, on nous apprend l'importance de travailler dur, mais on nous dit pas, ah bah tiens, ça va te servir de te connecter avec les gens, de faire ci, de faire ça. Donc, je pense que le manque d'information et l'effet silo, on a vraiment l'impression d'être bloqué dans une carrière une fois qu'on a choisi une spécialité,
Je pense que ça a été un des plus grands défis. Et vraiment, ce qui m'a permis de passer outre, ça a été de déménager à l'étranger. Mm. Euh, mais sinon, après, j'étais très heureuse en droit social, hein. J'adorais ce que je faisais, j'aimais beaucoup, mais je pense que c'est vraiment ce côté où il faut se spécialiser jeune, il faut faire ci. On a l'impression que si jamais on part en dehors des sentiers battus, ça y est, fin de carrière. Exactement. Et c'est pour Euh, ça, moi, bah, tu vois, c'est exact ça. Je te rejoins. Enfin, je t'ai coupé, pardon, mais non, c'était non, c'était ça qui m'a fait créer aussi le podcast Tout droit, tout simple et le site. C'était que je m'en étais aussi rendu compte quand j'étais étudiante et je m'étais dit, mais en fait, j'aurais aimé avoir ces informations, qu'on me dise un peu toutes les possibilités qui existent, d'écouter des gens qui travaillent dans d'autres choses, qui sont, en fait, t'ouvrir les yeux, en fait, sur d'autres métiers, et rester dans le droit. Parce que parfois, souvent, j'entends, mais moi, j'aime le droit, mais je voudrais faire ouais. autrement ou autre chose. Et ben voilà, il faut aussi être curieux et aller écouter d'autres choses, se connecter à d'autres personnalités. Enfin, alors, il faut un peu oser, mais ça vaut la peine. Parce que c'est comme ça aussi qu'on se crée un réseau qui est différent et du coup très riche, en fait. Je suis d'accord. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a presque 10 ans et je vois la différence, je vois l'évolution aussi. Mm. Mais il y a beaucoup aussi d'événements qui sont fermés au profit de plus juniors, aux étudiants. Donc, en fait, le networking, c'est encore Ouais. beaucoup à destination des DJ, à destination, mais t'as pas toujours accès à l'information. Et d'où l'importance de l'environnement. On revient là. L'environnement de travail où tu as des managers ou des personnes qui t'encouragent à faire des choses, bah, ça permet d'être plus ouvert. Mais très souvent, en fait, les événements sont fermés, où on n'a pas accès. En fait, il n'y a pas d'endroit où on te dit, ah bah oui, tiens, enfin maintenant, si, il y a de plus en plus de groupes WhatsApp, mais je pense qu'en tant que jeune, Mm. tu as déjà ce souci de te dire, est-ce que de légitimité Ouais. et de se dire, ah bah non, j'ai pas encore tu vois, roulé ma bosse, donc je peux pas me permettre d'aller à des événements, j'ose pas parler à telle personne, je sais pas quelles compétences, ou tu vois, on se dit tout le temps, ah bah non, en fait, il faut d'abord que je développe les compétences Mm. et ensuite que je parle, que je me connecte, alors qu'en fait, non, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et Oui. donc, je pense que ça, c'est vraiment des conseils que je donnerais aux jeunes juristes, mais innover, mais il n'y a pas de limite, en fait, à part les limites qu'on se met, mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Même quand on veut innover, même quand on veut s'intéresser, il y a encore pas mal De barrières, enfin, de, de freins. de barrières, voilà, Mm. voilà, de freins. Et mais Et justement, du comment coup, toi tu encourages cette innovation au sein de la profession juridique? Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, comment tu encourages ça? bah, moi, j'encourage les gens à être curieux et vraiment à se connecter, ne pas hésiter, hein. Inviter des gens sur LinkedIn, mais pas juste pour avoir le maximum de connexion, mais vraiment envoyer des messages, engager avec le contenu des gens, écouter des podcasts, par exemple, tout droit, tout simple, tu vois, sans nommer personne. Mais en fait, c'est ça, c'est être curieux et aussi utiliser sa créativité. Comment est-ce qu'on peut se différencier? Comment est-ce qu'on peut créer du contenu qui rajoute de la valeur ajoutée aux autres? Ou si par exemple on ne peut pas le faire parce qu'on estime qu'on n'a pas assez de connaissances, mais lire euh, et se renseigner. Et moi, la façon dont je le fais, bah, déjà je poste beaucoup sur LinkedIn. J'essaie de créer du contenu que j'estime est utile pour les autres et je network beaucoup. En fait, je pense que c'est quelque chose que je faisais pas du tout en France, mais je me souviens pas quand est-ce que j'ai été à un événement un peu networking en dehors de mon cercle professionnel. Et par contre, à Londres, au Royaume-Uni, j'étais obligée de le faire parce que forcément, j'avais aucun contact, Mm. j'avais personne. Ça m'a forcée à aller en dehors de ma zone de confort juste pour avoir une opportunité. Ouais. Rien qu'on me donne une opportunité d'entretien, qu'on me donne une opportunité d'avoir un travail. Moi, je pense que j'ai toujours évolué en me disant, oh là là, en France, on juge quand même, etc. Et en fait, non, une fois qu'on se... C'est surtout dans notre tête, en fait, c'est nos peurs qui font qu'on se dit, ah ben non, je vais pas faire ça, parce que voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Je peux pas prendre une demi-journée off parce qu'il y a un événement ici. Mais si, en fait, une fois qu'on te demande, on ne sait pas, en fait. Au pire des cas, ton employeur ou ton manager te dit non. Oui, toi tu dis Mais faut au moins oser, quoi. Enfin, demander, déjà demander. Mm.
Mais Voilà, justement, il toi, faut oser. tu viens de dire que tu participais à Ouais. plus d'événements au UK, enfin à Londres, etc. Mais en fait, tu vas même au-delà de ces frontières-là. Donc, au final, t'as pas de limite géographique au networking, si? Non, je pense que sky is the limit. Je pense que le... non, non, mais en fait, je pense que les limites, on se les met surtout à soi-même. Moi, pendant très longtemps, je pense que je faisais des événements de networking au début qui étaient vraiment, par exemple, pour trouver du travail, développer mon réseau, etc. Et donc, j'ai commencé mes événements à les faire, participer à des événements à Londres. Et puis après, je bossais pour une entreprise où, en fait, euh, j'étais responsable IMIA, donc Europe, Middle East, Africa. Et du coup, forcément, en fait, j'avais quelques petits allers-retours à Londres. Mais je prenais moi-même l'initiative de dire à mon employeur, je veux aller à tel événement en France, par exemple. Et Oui. ensuite, même là, depuis que je suis à mon compte, je le fais naturellement. Je suis allée à Las Vegas Mhm. en mai dernier. En fait, je pense qu'il n'y a pas de limite. Et il y a même un événement où j'aimerais bien aller, c'est en Afrique du Sud l'année prochaine. Donc, en fait, bon, forcément, il y a une limite, mais la limite, elle n'est pas géographique, elle est Elle est financière. Il faut financière, oui. être un exemple pratico-pratique, là. J'ai rencontré Stéphane Baller, qui porte différentes casquettes, donc je ne saurais même pas par quel bout commencer, et Sumi Saint-Auguste, qui est une des personnes derrière les transfos du droit. Euh, Ils sont la- tous les deux venus dans le podcast, tous d'ailleurs. les deux d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et en fait, l'année dernière, à Stéphane, je lui ai recommandé une conférence à Londres. Donc déjà, j'ai rencontré à Londres à l'occasion de Legal Geek, ensuite on s'est vu plusieurs fois, mais j'ai recommandé une conférence qui s'appelle Legal Innovators, qui est vraiment très focus sur l'innovation, qui donne des vrais tips, etc., qui va un peu plus en profondeur que Legal Geek. Et en fait, et je l'ai retrouvé cette année à ma grande surprise avec Sumi, et ils avaient en fait suivi mon conseil, ils sont venus à Londres. Et Sumi aussi, forcément, c'est un très bel exemple, puisqu'elle est aussi allée à Helsinki. Oui, Grâce à LinkedIn, je peux stalker les gens maintenant. sur le legal Je design, oui. sur le legal design. Et donc, en fait, c'est ça, je pense qu'il y a vraiment cette ouverture où on se dit, au final, et si on allait voir ce qui se passe chez les autres? Mm. Et si on partageait, parce qu'en fait, c'est ça, il y a beaucoup de conférences, par exemple aux États-Unis, ou des conférences américaines qui viennent en Europe, mais qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins locaux. Et en fait, plus on échange, plus on est curieux, plus on voit ce qui se passe à l'étranger et comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre pratique du droit local, eh bien, je pense que c'est assez intéressant. C'est une approche innovante. On va parler aussi des réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure, parce que toi, tu les utilises beaucoup. Enfin, tu utilises LinkedIn, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer l'impact des réseaux sur ta carrière, que ce soit positif ou moins positif? Pour parler des réseaux sociaux, en fait, c'est marrant parce que mon approche, elle était graduelle. Quand j'étais en France, LinkedIn, je pense même à l'époque, j'avais Viadeo, je crois. Je renouvelais pas ma page, je pensais pas, je connectais pas avec les gens, je regardais, je pensais même pas à LinkedIn comme un réseau social. Je me disais juste, oui, c'est un endroit où on trouve un travail, il faut juste mettre à jour, tu sais, son CV, Ouais, une son fois. CV en Ouais. ligne, comme ça. Et c'est tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient encore comme ça. Et en fait, c'est que, bah, encore, on en revient, décidément, l'Angleterre m'a appris beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'en fait, LinkedIn, c'était un peu plus que juste un CV en ligne. Et en fait, j'ai commencé par observer. Et donc, forcément, quand j'ai vu comment les gens utilisaient les réseaux sociaux, j'ai vu des TikTok aussi sur LinkedIn. J'étais choquée la première fois que j'ai vu ça. Enfin, j'ai adoré, hein, mais je me suis dit, oh là là. Voilà, donc en fait, moi aussi, j'ai eu cette approche-là un peu de, ah, ça ressemble à Facebook, tout ça. Non, je rigole. Mais c'est vraiment ce côté forcément un peu graduel. Et au début, j'avais peur d'utiliser les réseaux. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup insister dessus. Parce que souvent, les gens se disent, ah ouais, c'est naturel, tu postes tout le temps. Non. Au début, je me demandais même, la première fois que j'ai fait un post sur la santé mentale, je pense que je l'ai rédigé plein de fois. Et j'ai même envoyé à mon manager pour être sûr que c'était bon avec lui, pour pas avoir de soucis. En fait, j'avais vraiment cette peur de, d'exprimer mon opinion en public. Et que Oui. vont dire les gens? Et aussi, j'avais peur. Donc, en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est Sarah Wyss, je pense qu'elle est assez connue Oui. et qui Qui est crée venu des aussi, oui. contenus. Voilà, donc décidément, tu as tout le monde, hein, t'as la création.
dans ton Crème de la podcast. crème. Voilà. Et Sarah, oui, c'est une amie que depuis le début, quand je suis arrivée à Londres, qui d'ailleurs m'a aidée à refaire mon CV et qui n'a pas été de main morte pour me donner un feedback et ça a été très important. Et en fait, on est devenues très bonnes amies. Et en fait, forcément, j'ai vu son évolution sur LinkedIn. Elle a plus de 20 000 followers maintenant. Et donc, en fait, j'ai fait son programme. Le jour où elle a lancé son programme pour coacher les professionnels du droit à créer du contenu, je me suis dit non, c'est bon, maintenant c'est mon signe. Et je me suis investie dans son programme et forcément, j'ai pas suivi toutes les règles parce que voilà, on ne refait pas euh, une équipe qui gagne. Mais ça m'a permis en fait de me donner l'assurance de commencer à poster vraiment de manière consistante. Et donc ça, en fait, ça a pris, là, en plus d'un an, j'ai triplé mon nombre de followers. Donc, je suis passée de 1300 à presque 3600. Ça m'a vraiment pris du temps. Ça a été graduel. Mais je faisais déjà du contenu avant. Mais je pense que parfois, on a juste besoin de ce côté assurance, de savoir quelle est notre stratégie d'approche, etc. On n'a pas tous besoin de suivre un programme. Mais je pense que ça commence justement par tâtonner et Mm, ne pas avoir peur en fait du regard des autres, du nombre de likes, etc. mm. Parce que maintenant, il y a même des gens qui me suivent même pas officiellement sur LinkedIn et qui me reconnaissent et qui me disent qu'ils apprécient mon contenu. Alors Ouais. que je les ai jamais vus poser un like sur aucune de mes publications. Donc en fait, c'est ça qui est marrant. On ne sait jamais qui on Oui. touche. Et ça m'a surtout aidé à me démarquer, à devenir une personne qu'on vient voir pour parler de legal tech ou de legal ops, puisque j'ai commencé à créer du contenu. Moi, j'aime beaucoup les contenus un peu ludiques, donc je fais beaucoup d'analogies. Je compare acheter de la legal tech à du dating. Et je pense que tout le monde, au moins, beaucoup ont eu cette expérience-là de trouver la bonne personne dans leur vie. Et ça a eu un impact positif parce que forcément, j'ai développé mon réseau, il y a des gens qui viennent me parler. Et comme en plus j'étais en sales pendant 2 ans, c'est marrant puisqu'il y a des gens qui ont commencé à me rajouter, qui étaient plutôt ma cible, et à me parler. Et le négatif, eh ben, je décide de pas m'attarder dessus. On apprend. Si tu fais une erreur une fois, c'est bon. En fait, on n'est pas figé, on n'est pas des arbres. L'erreur est humaine et ça arrive parfois de faire un poste un peu qui peut Oui, faire un être flop, et puis voilà, on passe à autre chose, c'est pas grave, quoi. Enfin, un flop, ça, c'est pas grave. Quand ça suscite du débat aussi, c'est pas grave. Mais ça arrive. Enfin, pour mm. l'instant, j'ai pas encore de poste qui suscite du débat, mais je l'ai vu sur des personnes que je connais. Mais voilà, on peut pas être parfait tout le temps. On va rentrer Voilà. plutôt maintenant dans la partie un peu conseils, tips pour toi qui es anglophone. Comment, à ton avis, les juristes, ils peuvent justement faire valoir leurs idées novatrices dans une profession qui est quand même souvent perçue comme assez traditionnelle, hein, le monde juridique. Est-ce que tu as des conseils, toi, parce que tu le fais au quotidien, pour rester soi-même tout en embrassant quand même les codes de l'entreprise? Comment on concilie ces deux choses-là? Déjà, idée novatrice et monde du droit, forcément, il y a un clash. Euh, c'est vrai que c'est perçu comme traditionnel, mais il faut savoir qu'il y a toujours une résistance au changement. Donc forcément, si tu as une idée nouvelle, il faut que tu... En fait, il n'y a pas d'autre solution que de secouer l'arbre, en fait. Je ne saurais pas Mm. le dire de manière différente. Mais c'est surtout, en fait, c'est utiliser plusieurs techniques. Donc, c'est l'empathie, c'est en fait là ce serait plutôt prendre une approche innovante, enfin une approche dans l'écoute, de comprendre, de montrer du doigt aussi ce qui va pas, ce que la compétition fait et pourquoi est-ce qu'on est à la ramasse. Mais moi je pense en fait il faut parfois il faut juste y aller quoi. En fait, tu sais, on peut donner plein Faut de se lancer, conseils, c'est mais ça? voilà, il faut se lancer et il faut pas avoir peur de déplaire, il faut pas avoir peur de faire du bruit. Et maintenant, pour la deuxième partie, les conseils pour rester soi tout en embrassant les codes de l'entreprise. En fait, mon premier réflexe, c'est de dire, on s'en fout des codes, mais en fait, ce serait un gros raccourci. Parce qu'on sait très bien, en tout cas, moi, je le sais au tout début de ma carrière, c'est très important pour moi d'avoir conscience des codes. Je suis fille d'immigrés, de parents immigrés, et je pense que mes parents, ils ont toujours eu ce côté, il faut se conformer en fait.
il faut faire attention à comment on se présente, il faut pas rigoler trop fort, faut pas ramener sa personnalité, il faut juste, tu vois, tu fais le travail, tu sors, tu pars. Être lisse, quoi. Ouais. Voilà, il faut être lisse, il faut Mm. s'adapter. On a déjà l'air différent, donc en fait, il faut encore plus Se se fondre dans la conformer, masse. encore, voilà, se fondre dans la masse. Et en fait, moi, ça m'a toujours perturbée. Étant plus jeune, je pense que j'ai jamais vraiment acquiescé avec ce concept. Et du coup, moi, j'ai toujours rigolé fort, enfin, pas fort au point de perturber la paix des autres, hein, mais j'ai toujours pensé que c'était important d'être soi-même. Après, j'ai été victime, enfin victime. J'ai moi-même respecté les codes, j'observe beaucoup. Donc après, tu t'adaptes à ce que tu vois autour, mais tu peux pas cacher ta personnalité, même si tu mets plein de, euh, je sais pas, plein de couches pour essayer de te fondre dans la masse, ça marche pas tout le temps. Les conseils pour rester soi, bah déjà, il faut savoir qui est le soi, ce qu'on a envie de montrer ou de pas montrer. Et une fois qu'on est vraiment OK avec qui on est, euh, je pense qu'il n'y a pas de... on rencontre moins de résistance. Je prends mon exemple personnel où avant, je me disais tout le temps, ah, mais ça, c'est plutôt professionnel, tu vois. Cette limite en se disant, ça, c'est professionnel et ça, c'est personnel. Et ben maintenant, je me donne moins cette limite-là. Je me dis, bah, Mm. j'ai envie d'être qui j'ai envie d'être. Et après, c'est un chemin, hein, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Les codes, ils sont faits pour évoluer. Et c'est surtout aussi, on peut être des champions de changement. Enfin, champions, je sais pas vraiment l'équivalent en français, mais Des c'est relais, quoi. Ouais. voilà. Mm. C'est l'idée de, en fait, on montre l'exemple. S'il y en a un qui sort de la masse, bah, les gens, automatiquement, bon, il y aura forcément le petit côté parfois critique au départ, mais en fait, ça encourage peut-être d'autres gens à être eux-mêmes. Comment toi, tu envisages justement l'équilibre entre ben, être authentique et professionnel, euh, sachant que, enfin, on en parlait un peu, mais faut garder quand même une espèce de poker face en entreprise et sur les réseaux parfois. C'est quoi tes principes directeurs à cet égard? Authentique, c'est facile à dire, être authentique, et on en a déjà Mm, parlé, mm. mais c'est toujours, c'est un cheminement pour trouver déjà qui on est et qui on a envie d'être dans le monde professionnel. Et en fait, l'idée de la poker face, euh, maintenant, c'est plus c'est une non-question pour moi. Ok. Avant, justement, c'était le côté, enfin, j'ai commencé ma carrière avec le côté poker face. Il faut pas montrer ses émotions, il faut pas montrer ses problèmes. J'avais des problèmes de santé qui étaient assez importants et je faisais semblant que tout allait bien dans ma vie. Donc, et les gens sentent, même si tu caches des choses pour des bonnes raisons, les gens sentent qu'il y a un truc qui fait pas sincère, tu vois. Mm. Et donc, parfois, le fait de vouloir garder une poker face à tout moment et de vouloir se fondre, eh ben, ça peut être au détriment de ton évolution et aussi de la perception que les gens ont sur toi. En tout cas, ça a Mm. été mon expérience personnelle. Et une fois que j'ai décidé d'être authentique, bien évidemment, ça a pris du temps. Je suis pas arrivée du jour au lendemain avec des couronnes sur la tête en disant, ouais, je mets des paillettes dans vos vies. Non, ça s'est fait de manière graduelle, en fait. Une fois que je Ouais. me suis autorisée, j'ai été dans des environnements qui m'ont autorisée à être moi-même. Et ça a commencé en plus par des choses toutes bêtes. Quand je vais en entretien, je vais avec mes cheveux bouclés, je vais avec mon rouge à lèvres rouge. Je ramène ma personnalité sur la table dès l'entretien. Comme Mm. ça, les gens savent. Ouais. Et ça, c'est des détails tout bêtes, c'est juste des détails physiques. Mm. Mais Oui, ça en dit long ça, sur. Mm. on dit donc sur qui je suis, sur la personnalité, comment j'ai envie d'être perçue. Et comme ça, au moins, les gens savent que s'ils me recrutent, s'ils m'embauchent, c'est le type de personne qu'ils vont avoir. Plus on est proche de soi, plus on est authentique, en tout cas, on est dans ce chemin d'authenticité, et plus on trouve notre marque. Et tu vois, bah, moi, mon symbole, c'est les couronnes. Et d'ailleurs, en parlant de couronne, parce que tu n'en as pas parlé, donc c'est moi qui vais le faire, mais Ouais, je vous invite à aller voir ce que tu as créé avec Beautiful Soul, notamment on peut le trouver sur LinkedIn, hein, sur ta page, mais tu peux peut-être en dire un mot en 1 minute. ouais, c'est vrai, j'ai totalement oublié. Euh, pour le coup, je suis normalement, c'est la minute promo.
c'est maintenant. En fait, j'ai créé une initiative, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire, pour aider les gens justement à être à, à ce que j'ai en anglais, embrace the inner queen energy, donc assumer leur énergie de royale, leur, euh, leur côté épicé, leur côté coloré, je dirais ça, en fait, des côtés qui sont spécifiques à eux. En fait, ce, je sais pas pourquoi je perds mes mots alors que je fais ça depuis des mois, mais en tout cas, je vais d'événement en événement, je porte des couronnes et je partage en fait cette énergie avec des gens autour de moi et j'essaie de commencer des conversations autour de la diversité et de l'inclusion. Comment est-ce qu'on peut créer un environnement un peu plus safe pour tout le monde et encourager les gens à être eux-mêmes. Et ça sert au business parce que ça leur permet d'avoir une diversité de talents et de compétences pour mener à bien un projet, mais aussi aux individus, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la santé mentale est vraiment un gros sujet, surtout dans le monde juridique. Et le fait d'aider les gens à assumer leur histoire et ce qu'ils sont, bah, ça peut non seulement aussi sauver des vies, mais aussi sauver des carrières. Et Mm. donc, je fais ça à l'aide de couronnes, parce que pourquoi pas. Et jusque maintenant, j'ai pris 330 portraits, photos de personnes avec des couronnes et j'ai donné 34 couronnes, ou 35, non, depuis février dernier. Et Ah oui, certaines de mes couronnes sont en France, d'autres en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mes couronnes voyagent, il n'y a pas que moi. exactement. Alors maintenant, dans la minute, on n'est plus dans la minute promo, mais dans la minute conseil, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec les auditeurs, des tips que tu as envie de dire aujourd'hui, des messages à faire passer? Je t'en donne, allez, 3 tips ou plus si tu veux. Ok, le premier, soyez vous-même. Il y a qu'une version de vous. Enfin, moi, j'ai une sœur jumelle, mais sinon, pour la plupart des gens, il n'y a qu'une seule version. Donc, et vraiment mettre de côté le regard des gens. Parce que le regard des gens évolue. Plus vous vous assumez et le petit côté critique, etc., va disparaître. Et au pire des cas, ça filtre votre environnement. Personne n'a envie de vivre autour de gens qui jugent constamment. Donc voilà. Laissez l'univers filtrer pour vous. Euh, donc, soyez vous-même. Le deuxième, c'est oser. Enfin, c'est un peu la même chose, mais oser créer du contenu, oser networker, oser vous mettre en danger, en fait. Mm. Donc, ça, c'est vraiment, c'est très important d'oser. Et une fois qu'on commence, en fait, c'est même plus oser, en fait, c'est C'est juste faire. continuer, oui, c'est juste faire, ouais. Mm, mm. Voilà. Et ça crée des opportunités incroyables. Et ensuite, bah, le troisième, bah, c'est de peut-être de se renseigner sur les carrières alternatives, sur les différentes choses, puisqu'en fait, les compétences qu'on a, et les compétences qu'on met en avant, c'est souvent des compétences de connaissances, mais j'aimerais conseiller aux gens d'être alignés avec leurs valeurs, et en fait, ça change toute une carrière, ça change tout un sentiment enfin, de se sentir aligné avec sa carrière. Ça permet d'avoir ce sentiment de bien-être et de santé mentale, en tout cas qui va mieux. Et donc, c'est ça, d'essayer de trouver un alignement. Oui, ça Et donne il du y a sens à ce tellement, qu'on fait, hein. Mm. voilà, c'est trouver du sens et par où commencer, bah, il y a plein de podcasts et tout droit tout simple, je pense que c'est un peu qui, Bon, merci beaucoup, Leïla, pour tous tes conseils. Est-ce que je peux te demander, je sais pas, un petit mot de la fin Eh bien, déjà sur tout droit, tout simple, même sur nous, disons, je t'ai rencontré à Transfo du droit il y a 3 ans, il me semble, ouais, c'était il y a 3 ans. Et au tout départ, je pense que j'avais vu quelques publications grâce à Sarah Huys, et depuis, je t'ai suivi et je trouve ça incroyable. En fait, tu vois, ce côté créatif, tu faisais des BD avant, enfin, des sortes de, je sais plus, des visuels en tout cas, Oui, motion design, mais oui. voilà, des motion design, mais c'était vraiment, c'est de me dire, en fait, bon, la France a du talent, ça c'est sûr, hein. Je veux dire, mon talent a été créé en France initialement, mais c'est de me dire, ah oui, il y a des façons différentes de faire et des façons différentes de véhiculer un message.
Et donc, j'ai trouvé ça incroyable. Et surtout, en fait, le podcast Tout droit, tout simple, et en ayant vu l'évolution aussi du podcast, c'est de me rendre compte qu'il y a différents moyens d'éduquer les gens, de donner la parole aux gens, d'avoir des connaissances. Et j'ai adoré voir cette évolution-là. J'ai adoré voir l'évolution aussi un peu plus des Galops, avec des tips, avec des parcours de gens différents. Donc, franchement, je suis assez admiratif de ce que tu fais et aussi de l'énergie que tu apportes, parce que je ne sais pas si vous avez déjà passé quelques minutes avec des filles, mais en tout cas, elle rigole et elle sourit souvent. Et oui, c'est vrai que je rigole facilement. Et c'est très contagieux. Et ça fait du bien. Ça, c'est un super pouvoir. Bon, tu vois, nous deux, on a quand même des super pouvoirs intéressants, hein, moi, je trouve. Hein. Surtout sur les gens. Voilà. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Bon, en tout cas, moi, j'étais ravie de t'inviter sur le podcast. Et comme je le dis souvent, mais tu reviens quand tu veux, il est là. Si tu as envie de faire passer d'autres messages ou de venir pour parler d'une autre innovation, d'une autre idée, de faire passer d'autres choses, le micro t'est grand ouvert. Merci beaucoup, avec grand plaisir, et merci encore de m'avoir passé le micro aujourd'hui. Merci Leïla. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!